Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Les amis, je voulais prendre quelques secondes pour vous parler de levée de fonds. Ouais, ce parcours du combattant pour les entrepreneurs. Beaucoup d'entre vous vont où ils sont déjà passés. On parle ici d'un taux de réussite déjà qui est très très faible, d'un process qui est long et fastidieux et parfois très complexe et surtout la difficulté de trouver les bons interlocuteurs. Et bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre sponsor Braquage. Braquage, il propose un accompagnement de A à Z et sur mesure pour franchir chaque étape de votre levée, du seed à la série A. Donc de la phase de préparation où vous allez préparer votre deck ainsi que le business plan, évidemment le roadshow pour sélectionner les bons investisseurs et enfin la phase de closing, là où vous allez pouvoir négocier tous les termes de votre levée de fonds. Derrière Braquage, c'est Augustin et Germain et à eux deux, ils ont accompagné plus de 50 entrepreneurs dans leur levée de fonds depuis 2017. Du coup, je pense que vous serez entre de très bonnes mains. Hello à tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. D'une CEO. Aujourd'hui, je reçois une CEO, je vais pas la présenter, je vais juste dire que je l'ai vue il y a encore quelques minutes chez moi dans un magazine. Donc c'est une star de l'écosystème. Très gentil, Yacine. Je t'ai dit des belles intros, comment ça va bien? Ça va très bien et toi? Ben ouais, trop cool. Où est-ce qu'on est là? Si tu peux nous dire un petit peu. On est chez Rosalie, dans nos locaux, dans le sentier, voilà. Très bel endroit, il fait un soleil magnifique, mais Exact. ce n'est pas encore le week-end. Dehors, mais... Ça va, il fait pas si froid aujourd'hui. Hein. Mais avec du soleil, tout va bien. Bon, tu t'as mis les pieds dans le plat, mais qu'est-ce que Rosalie, si tu pouvais présenter rapidement ta boîte? Bien sûr, c'est une fintech à impact social qui, en tout cas, espère sortir les gens du surendettement, présenter une nouvelle alternative aux découverts bancaires et les prêts à la consommation, qui est ce qu'on appelle le salaire à la demande. Donc, permettre vraiment aux gens d'accéder à leur salaire quand ils veulent. C'est une vraie révolution dans le salaire ou la paye qui est basée aujourd'hui sur 30 jours. On permet de la flexibilité on demand, en fait, à n'importe quel salarié dans n'importe quelle entreprise, de voir son salaire tous les jours gagner et demander n'importe quelle somme pour répondre à des imprévus et l'avoir instantanément et gratuitement. Donc c'est une avance sur salaire, mais que je comprenne bien, est-ce que je peux demander 120% de mon salaire par mois? Non, justement, non, c'est vraiment du travail dû. C'est-à-dire le 3 du mois, tu as accès à 3 jours de travail. Le 10 du mois, 10 jours de travail. Pourquoi attendre le 30 du mois pour avoir ce que tu as déjà travaillé? Avant, c'est comme si tu faisais en fait un crédit à taux gratuit à ton employeur, quoi. Ok, voilà. Très clair. Et en plus, entre guillemets, le risque, il n'y en a pas vraiment, vu que c'est des jours qui sont travaillés, que si demain la personne part, on doit la rémunérer. Ouais, et aussi très important de savoir que la compte sur salaire est une obligation légale en Europe et en France. C'est juste que beaucoup de Français ne le savent pas, mais en fait, vous avez le droit, en tant que salarié, de venir demander 50% de votre salaire le 15 du mois à votre employeur. On va en parler. Voilà. On va en parler. Tu veux que je te dise, je suis en train de faire une dédicace, mais je ne sais plus à qui. Mais je me souviens que dans un de mes anciens jobs, je pense que c'est chez New Fund, m'a dit, mais Yacine, toi qui entre guillemets, pose tes cojones et va demander les trucs, va demander comme au Canada d'être payé une fois toutes les 2 semaines. Mais en réalité, j'ai l'impression qu'il y a toujours une sorte de pouvoir décisionnaire du côté de l'employeur et que c'est un peu mal vu quand tu demandes de l'argent. On va rentrer dedans, tu as dit plein de choses, tu as parlé de finance, tu as parlé d'impact, tu parles de FinTech for Good, qui est presque quelque chose que je ne connaissais pas, moi je connaissais Tech for Good, mais là on rajoute l'aspect financier, j'ai grave envie d'en parler. Juste avant ça, est-ce que Rosalie utilise Rosalie? Bien sûr, ouais. Complètement, tous nos salariés, ils ont accès illimité en fait à leur salaire quand ils le souhaitent. Et c'est quoi tu peux nous donner un peu les stats de, tu vois, d'ailleurs c'est anonymisé, non c'est pas anonymisé. Non, donc en fait c'est une application donc, en fait, que tu as sur ton propre téléphone, tu la télécharges sur Apple Store, Google Store, tu y accèdes avec ton propre login, mot de passe, de ton propre canapé, même le soir et le week-end, ton employeur n'a rien à voir avec tout ça. D'accord, ça c'est très important, vraiment c'est ta propre application, tu y connectes et tu vois en fait tous les jours ton solde. C'est-à-dire le 3 du mois, tu vois ce que tu as travaillé, ce que tu as gagné en 3 jours de travail en prenant compte de tout, quoi, ton salaire de
référence mensuel, tes dettes à la fin du mois, parce qu'on va bien sûr te présenter un chiffre qui soit net, sans vraiment ton prélèvement à la source, tout ça. Si tu t'es absenté, si tu as fait des heures sup, chose en fait que même un logiciel de paye aujourd'hui ne sait pas calculer. Parce qu'aujourd'hui, à part ta fiche de paye à la fin du mois, que tu dois décortiquer, et que la majorité des Français ne savent même pas lire, tellement elle est compliquée, là, nous, on l'affiche en fait vraiment en temps réel. Ça, c'est vraiment déjà l'innovation. Et tu as besoin de quoi que ce soit tout de suite, je sais pas, t'es allé dans le parking de Carrefour et tu vas aller faire tes courses, ok ? Et tu as besoin tout de suite de 100 € pour tes courses, alors que tu es déjà à zéro sur ton compte bancaire, comme d'ailleurs 60% des Français. Malheureusement, à partir du 18 mois. Bien sûr, des Français recourent systématiquement au découvert bancaire chaque mois. Donc, il y a un vrai besoin. Et donc, au lieu d'aller vers ton découvert, payer des agios de malade là-dessus et rentrer encore dans un cercle vicieux d'endettement, tu vas sur l'application Rosalie en 2 secondes, tu demandes 100 €, tu cliques sur un bouton et tu le reçois en 2 secondes sur ton compte bancaire et tu rentres, tu payes en fait ta caisse, tes courses. Donc là, et tu sors. Dans ce cas de scénario, on est samedi, t'arrives lundi, admettons qu'en plus lundi soit la fin du mois, donc pour X raison, ton salaire va être payé à ce moment-là. Est-ce que toi, en tant que chef d'entreprise ou dirigeante, est-ce que tu sais combien de personnes, est-ce que c'est transparent ? Est-ce que tu sais si tes employés ont cash-in ou cash-out ? Tu le sais en fait sur la fiche de paye, parce que nous, en fait, on va t'avancer l'argent gratuitement, et l'entreprise en fait derrière, elle voit en fait automatiquement qu'on a saisi les fiches de paye des salariés, parce que quand tu reçois ta fiche de paye à la fin du mois, tu vas voir bien une ligne à compte sur salaire, le 3 du mois de 100 € on va dire, et tu as le solde à la fin avec ton propre salaire moins cet acompte. Et donc ton employeur te fait quand même ton salaire, qui est le solde moins l'acompte, et il nous rembourse en fait tous les acomptes qu'on a avancés pendant le mois, parce que nous on avance sa trésorerie pour que l'entreprise n'ait rien à faire et que ça soit instantané, et surtout qu'on ne touche pas à son BFR, sa trésorerie, ça c'est très important. Ok, non mais hyper clair, j'allais te demander justement, mais en fait pour toi tu as un peu un stream qui est ton revenu, et tu as aussi en fait les sommes remboursées. Le salarié va avoir donc du coup l'avance qui vient de Rosalie, et j'allais dire de Arbia, mais pas encore, ou peut-être, je sais Comment pas. Ça m'appelait comme ça, t'inquiète, tout me va. Mais d'ailleurs, pourquoi Rosalie ? Tout le monde me pose cette question, il faut vraiment que j'invente une histoire marrante. J'ai pas une histoire marrante, j'ai vraiment fait ça de manière rationnelle, comme tout entrepreneur. J'ai cherché un nom connu, mémorisable, international, facile, simple. J'ai acheté le rosalie.com et j'ai lancé le projet. Et j'avais en tête, c'est vrai, en fait, cette publicité sur Cerise pour Groupama quand je suis arrivée en France. Et je me suis dit, ça serait intéressant d'avoir cette Rosalie, en fait, personnifiée, qui va prendre la main des gens pour les sortir du surendettement, pour les aider, pour les coacher budgétairement, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une histoire qui remonte à un truc personnel. Mais il faut que je trouve une anecdote. Bah ouais, parce que là, tu m'as déçu. Allez, on refait. Cool. On rechange de nom. Bon, on a déjà pas parlé depuis 5-6 minutes. Je pense que les gens ont bien compris de quoi on va parler. J'aimerais quand même, ça s'appelle très souvent, je le répète, ça s'appelle Dans la tête d'un CEO. On va faire un tour dans ta tête aujourd'hui et pas chez Rosalie, même si ça va être dur de différencier les deux. C'est un bordel ma tête, mais vas-y. Eh ben allez, mes questions sont aussi un bordel, donc ne t'inquiète pas. Non, tout simplement, t'as fait pas mal, donc c'est ce que je disais, t'es aussi dans une couverture d'un bouquin de The Family que j'ai récupéré. Merci The Family, passons. T'as monté une boîte avant. Oui. On va pas faire le podcast là-dessus. Bien sûr. J'aimerais juste comprendre, t'as monté une boîte dans la fashion. Ouais, alors et aujourd'hui, tu es dans la finance. Marketplace, e-commerce, donc c'est vraiment mais ça servait des designers. Tout à fait. C'est une marketplace internationale pour les marques émergentes de mode, d'accessoires, qui pouvaient justement créer leur e-shop instantanément grâce à notre plateforme et vendre directement leur collection. Chose à l'époque où ça n'existait pas, quoi. On montait, nous, je pense qu'on était nous et Miracle. En même temps, on travaillait sur cette première techno de marketplace, à mettre sur le marché. Et donc oui, très vite, en fait, Carnet de mode regroupait une sorte de milliers de créateurs un peu partout, de marques, et on prenait un cut sur tout ce qui vente en fait sur la plateforme. Ouais, sinon il n'y a pas de copo. Voilà. Donc c'est une start-up qui a duré 7 ans, super expérience entrepreneuriale que j'ai vendue à un groupe industriel français fin 2017. How much? Ça reste encore confidentiel, mais ça va pour une première expérience. Et je suis pas devenu milliardaire derrière. Non, mais c'est nécessaire pour garder la niaque et vouloir justement remonter une boîte derrière. Mais voilà, assez aussi pour avoir de la sécurité et prendre plus de risques pour la deuxième étape. Ça, c'était important, et prendre du plaisir, en tout cas, à relancer une nouvelle boîte. Et c'est là où j'entamais justement une belle période de recherche de mon prochain projet, quoi. On va en parler, juste une mini question avant ça. 7 ans d'expérience, l'aventure a duré 7 ans. T'as employé combien de personnes? Et très pragmatiquement,
Est-ce que tu te caractérisais après 7 ans comme une créatrice ou une manageuse? Ouf. Bon, on avait plusieurs dizaines de salariés, donc on est monté jusqu'à une centaine. Ok. Franchement, je me considérais depuis le départ créatrice. Tu prenais plus de plaisir au tout début ou à la fin? Clairement, tout début. Okay. Et après, manageuse parce que tu es obligé. En tant que CEO, tu deviens manager. Je ne sais pas si on est manager parce qu'on l'apprend sur le tas, sur le coup. Je pense que j'ai changé de style de management 10 fois avant de trouver en fait la bonne manière c'est de quoi faire. La bonne manière? Si je demandais à tes employés, ils diraient quoi? Vraiment, c'est un équilibre. Ils définiraient comment, toi, ouais. Moi, je pense que je donne énormément d'autonomie. Je suis quelqu'un où j'estime ma force, c'est plutôt aller m'entourer par les bonnes personnes, fédérer. Donc, je sais très bien fédérer des gens beaucoup mieux que moi. Je sais en fait quelles sont mes failles et mes forces. Et je vais aller chercher les gens, justement, qui combleraient ces failles-là et construire une super team de gens très smart A-players qui sont très motivés, les fédérer autour du même projet et de la même aventure. Et ensuite, leur donner complètement toutes sortes de liberté, en tout cas de carte blanche, pour justement s'exprimer, pour passer la boîte de 0 à 100, de 100 à 1000, etc. quoi. Donc oui, moi je suis plus dans la responsabilisation avec flexibilité et liberté totale. Ok, l'art de déléguer, et on va pas se mentir, c'est quand même... Tout à fait. Mais je l'ai appris, ça venait pas du tout au début, c'est clairement... C'était pas naturel, ouais. Pas inné. Non. Et carnet de mode, juste pour comprendre, tu l'as monté toute seule? Oui, solo founder. Rosalie aussi? Rosalie aussi, mais en fait très vite j'ai entré un late founder qui est mon cofondateur aujourd'hui, qui est le CTO. Alors. Donc heureusement on est maintenant deux personnes et c'est vrai que ça change énormément. Chapeaute tout ça. Justement, je voudrais voir c'est quoi les limites. Et d'ailleurs, si on peut faire un petit parallèle, juste avant, tu as dit, donc on parlait de création versus gestionnaire, manageuse, et tu disais, je crois que je vais reformuler, je sais pas exactement les mots que tu as dit, mais tu étais bonne dans bien t'entourer, aller chercher les gens sur lesquels toi tu manquais d'expertise, et tu as dit justement le mot fédérer, embarquer tout le monde dans le même bateau vers un but commun. Ouais. Est-ce que tu penses que ça, tu as dû justement compenser le fait que tu étais une solo founder pour très vite t'entourer de cette équipe? Je pense que c'est nécessaire. C'est quoi les apprentissages, peut-être des regrets ou des choses que tu as fait différemment aujourd'hui dans Rosalie? Bien sûr, je pense que oui, compenser le fait que tu es solo, parce que clairement quand tu es solo, il faut absolument encore plus s'entourer des bonnes personnes, s'entourer même peut-être 2 fois plus qu'une équipe de 2, 3, 4 cofondateurs, ça c'est sûr, mais après ça reste toujours, je pense, le dada de tout CEO, quoi. Enfin, j'ai du mal à croire qu'un entrepreneur aujourd'hui ne passe pas assez de temps pour aller fédérer en fait la bonne team autour de son projet, parce que la team fait certainement 50% minimum du succès de la boîte. Et tu trouves pas que par moment, t'as pas vu des limites en te disant putain là je suis toute seule? Bien sûr, tu rigoles, tu as 7 ans solo founder et même en fait en remontant Rosalie, c'est toujours des questions en fait qu'on se pose. Personne qui justement t'aide à prendre des décisions, donc t'apprends très vite en fait à t'agiférer, à prendre une décision très très rapide, parce que tu peux pas justement y réfléchir, tu vois, pendant des jours indéfiniment et des semaines. Prendre vraiment tout ce qui est c'est un roller coaster de malade, donc les hauts sont énormes et t'as personne avec qui partager justement ta joie, et les bas sont encore pires. C'est vraiment ça peut te tuer de tristesse, de dépression, de ce que tu veux, et t'as personne justement pour partager avec tes chagrins ou tes malheurs, et il faut en plus derrière trouver la force de se relever quand t'es dans cette période down et tout seul, encore une fois. Donc oui, c'est très très difficile. Il y a personne dont tu t'es entouré, je pense à des personnes, tu vois, peut-être de l'écosystème plus que ta famille, tes amis. Bien sûr. Moi, c'est les mentors. Tu veux faire des dédicaces à des mentors? Ça fait partie toujours du côté fédérer les gens autour de soi. Donc, que ce soit les bons investisseurs, les bons mentors, les bons amis, même les bonnes personnes dans l'équipe. Ça fait partie de s'entourer. Mais il y a des choses que tu peux dire à tout le monde, il y a des choses que tu peux dire à quelques personnes, il y a des choses que tu peux pas dire et partager. Quand tu es solo founder, c'est un quotidien en fait. Tu vas pas partager ton quotidien tous les jours avec les personnes, quoi. Il y a des choses en fait qui sont pas partageables, et donc il faut savoir quand même les gérer. Bon, l'art de bien s'entourer, et on va en reparler dans quelques minutes, mais si tu nous parlais déjà de... En fait, je me rends compte, je crois que je suis assez drivé par l'humain, et c'est assez parfait, parce que tu as monté une boîte en liant
l'impact et la finance. J'aimerais comprendre. Ouais. T'as itéré pendant 1 an et demi, c'est ça, avant de Oui, trouver minimum, franchement, itération massive, bien réfléchie, comme un ingénieur, franchement. Okay. Ça se passe comment pragmatiquement, franchement, j'ai fait de manière très pragmatique, tu vois, une vraie roadmap de recherche. Donc, je me suis dit, je vais aller chercher ces projets-là. Où est-ce que je vais aller les chercher? Donc, j'ai fait vraiment plusieurs canaux, plusieurs leviers. Contacter, en fait, tout mon réseau. Pendant au bout de 7 ans, quand même, dans l'écosystème, j'avais un super réseau, que ce soit d'entrepreneurs, de VC, d'investisseurs, de business angels, etc. Donc, les contacter pour leur dire que je cherche tel type de projet. S'ils en entendent parler, je cherche tel type de personnes pour prendre des cafés. J'en ai fait des centaines de cafés avec des gens. Et en fait, tu itères chaque... C'est quoi l'importance de prendre ces cafés, justement? Parce que en fait, tu peux justement challenger ton idée face à l'autre personne. Ça peut justement changer ton avis, te mettre sur une autre piste, découvrir des opportunités. Parce que ce que je demandais en fait aux investisseurs, c'est que s'ils voyaient des projets intéressants ou même le produit a déjà commencé, mais qu'ils ne trouvaient pas en fait leur business model, je peux justement à ce moment-là intégrer en fait l'équipe pour l'aider à scaler, pivoter, trouver le bon pivot et en fait m'enlever peut-être 2 ans de dev de produits, là où je suis pas, en fait, c'est pas ma valeur ajoutée première. Donc en tout cas, c'était ma première étape. Mais cette première étape-là, franchement, elle est très difficile dans le sens où aller chercher des projets déjà existants, ça nécessite que les planètes s'alignent pour trouver la bonne, où tu es au bon timing dans ce projet-là, ou ce projet-là qui doit checker tous les points en termes d'intérêt, de potentiel, le timing aussi et la personnalité des fondateurs, complètement, et surtout que moi je cherchais des techs et des chercheurs pour les compléter en tant que business entrepreneur, et franchement ça j'estime que soit il faut que tu aies une chance de malade de tomber sur ça très rapidement, ou patience de fou, attendre en fait qu'une opportunité comme ça te tombe sur la tête, et je suis ni l'un ni l'autre je pense, et donc j'ai décidé de partir directement sur je vais pas attendre, je sais créer en fait la valeur de zéro, je vais aller chercher plutôt un projet qui allie pour moi les points qui sont importants, qui était business model viable, ambitieux, qui répond vraiment à un vrai pain universel, scalable, donc vraiment les questions qu'on se pose en tant que second time founder comme on dit, ou investisseur, chose qu'on se pose pas peut-être au début. On fonce la tête première, et qui allie absolument impact social fort, parce que c'est ce qui me drive au quotidien, et c'est là-dessus où je sentais vraiment que je me plairais beaucoup plus à apporter un impact fort, et qu'il faut que je le vois cet impact-là. Et franchement, trouver cet équilibre-là ou cette recette magique entre les deux, c'est très compliqué, parce que Pourquoi lier non mais excuse-moi de t'interrompre, mais juste là-dessus, tu dis avoir un impact. On peut avoir de l'impact de plein de manières différentes, et je crois qu'une des manières les plus simples pour un entrepreneur, c'est d'enlever l'aspect financier. Donc là, tout à coup, tu commences à créer quelque chose qui est non-profit, une association. Pourquoi tu as exclu ça, par exemple, d'une possibilité pour toi? L'association moi, je crois pas à ça. Non, mais c'est... Tu vois, vraiment, je suis le genre d'entrepreneur qui a besoin de m'assurer que ce que je monte est un business viable. Parce que si ça génère pas, en fait, de chiffre d'affaires, d'argent, ça peut mourir dans l'œuf avant même d'impacter la vie de qui que ce soit. Il faut que ça marche. Et quand ça marche, comme toute économie, en fait, quand tout marche, derrière, tu apportes en fait beaucoup plus d'impact et tu impacterais plus de monde. Donc, il faut que, en fait, les deux pour moi vont ensemble. Est-ce que pour que ça marche, tu es obligé de mettre de l'argent? J'invente, mais pour aller voir des entreprises qui te disent c'est intéressant comme solution, est-ce que vraiment tu dois pas leur... elles doivent pas payer pour qu'on soit vraiment dans l'action. C'est pas ça en fait. Tu mixes entre association et style d'assaut et pourquoi faire payer en fait les gens. C'est pas ça en fait. C'est que j'estime d'abord que faire payer, ça veut dire qu'il faut que tu présentes en fait un ROI clair. Un retour sur investissement en fait à la personne à qui tu donnes justement un service pour qu'il perçoive en fait la valeur, et donc c'est normal qu'il paye pour, parce que justement tu lui économises des coûts assez importants, donc c'est normal qu'il soit même content de payer pour, et content du coup de motiver ses salariés pour justement souscrire au service, et donc ça veut dire augmenter l'activation rate, augmenter l'usage, et donc toucher beaucoup plus de boîtes, toucher beaucoup plus de salariés. Franchement, tout est lié, c'est mathématique. Je crois pas
pas en fait truc qui va... ça veut pas dire en fait que un truc complètement no-profit ne marche pas. La preuve, on a besoin toujours d'associations et ça marche, etc. C'est juste pas mon style. C'est pas mon style et je trouve ça long. Alors que en fait, avec le modèle start-up, on peut aller beaucoup plus vite. Et arriver en fait à l'objectif, en tout cas de manière beaucoup plus rapide. C'est une sorte de shortcut. Allez. Très, non, mais très clair. Entre guillemets, j'allais titiller, mais je voulais justement comprendre. C'est pas que impact, c'est pas que business. C'est toujours ces deux contraintes que tu veux compiler. Les deux. Il faut juste en fait que s'assurer que mon modèle, en tout cas, apporte une vraie valeur, un vrai impact dans la vie des gens. Ça, c'est très important et c'est ce qui nous drive tous les jours chez Rosalie. Toute la team est drivée sur, mais vraiment, comment on éduque financièrement les gens, comment on améliore leur santé financière, comment on les sort justement d'un cercle vicieux d'endettement. Et le modèle qu'on a trouvé, c'est passé par les entreprises pour le faire. Pourquoi ? Parce qu'on estimait que si on doit justement changer la vie des salariés, leur apporter une nouvelle usage ou une nouvelle alternative que ce qu'ils utilisent aujourd'hui comme les crédits à la conso, le découvert bancaire, etc., qui sont tous payants et très très chers, en fait il y a quelqu'un qui doit payer ces coûts-là. Et en fait on ne veut pas que ce soit les salariés qui le payent, donc pour que ça soit gratuit pour les gens, il faut justement que l'entreprise le paye. Et pour que l'entreprise le paye, il faut qu'il y ait un retour sur investissement clair. Quand on dit à la boîte tu vas payer 3 € par mois par salarié, c'est parce qu'en fait, on va t'économiser minimum 10 € par mois par salarié. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc, il lui économisait quoi ? Il lui économisait pas mal de choses. Du temps, de l'argent, plus d'attractivité, meilleure marque employeur, baisse d'absentéisme, baisse de turnover. Voilà, toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui calculables sur Excel. Mini parenthèse, sur des offres d'emploi, tes clients. Ouais, ils mettent tous comme argument numéro 1, salaire à la demande, pardon, je dis salary on demand, salaire à la demande avec Rosalie parce que ça, bien sûr c'est un avantage compétitif, un argument compétitif pour attirer plus de monde. Et d'ailleurs ça leur attire, là aujourd'hui on calcule, on fait plus de 15% sur l'attractivité de nos clients grâce justement à ce bénéfice apporté, et ça attire apparemment pas mal de femmes et de jeunes. Donc tu vois, on a un créneau qui commence sur ça, mais on est au début de calcul de ces datas. Ok, trop cool. Et moi ça me fait penser à Alan par exemple. Tu vois, c'est une couverture, une assurance maladie, normalement c'est légal d'en avoir une, mais quand une boîte te dit on bosse avec Alan, je sais pas pourquoi nous dans l'écosystème c'est un gage de confiance. C'est un branding fort, c'est un UX, donc une expérience utilisateur dingue, top. Voilà, je vais pas prendre la mutuelle du coin où tu vas galérer même pour résilier, pour changer quoi que ce soit. Tu peux le prendre mais tu le mettras pas dans ton offre. Voilà, exactement. Donc il y a quand même des avantages intéressants de choix en fait de ton prestataire par rapport à un autre, ça c'est sûr. On termine cette petite phase d'itération. Donc là tu te dis ok, en fait je vais pas rejoindre un projet, il y a un moment tu t'es dit je vais monter le mien, quoi. Tout à fait, exact. C'est quoi les projets qui sont passés par la tête ou qui sont même passés sur... Ouais, il y en a beaucoup. Mais on avait c'est quoi les pires? Des centaines, mais alors là j'en ai fait de tout, mais franchement je me rappelle même pas. Je pense que j'étais sur beaucoup l'intelligence artificielle, j'étais beaucoup sur la blockchain à l'époque, d'ailleurs j'ai investi dans plein d'ICO, j'ai tout perdu. J'allais dire t'as fait des thunes, la crypto, j'y crois toujours en fait, et la blockchain, mais voilà, on est encore loin en termes de time to market sur des vrais use cases qui parleraient encore aux gens. Mais c'est même si ça commence. À l'époque, je pense que j'ai même le quantique m'intéressait à un moment donné, mais franchement, je cherchais plutôt donc tu voulais des grosses tech, des grosses innovations. Des grosses tech, mais c'était surtout, je partais toujours d'un pain, tu vois, pas forcément la tech en fait. Moi, je m'en fous de qu'est-ce qu'on utilise tant qu'en fait, on a un vrai pain, une vraie problématique identifiée, et de cette problématique-là, on va trouver la solution, peu importe ce qu'on utilise. Si la solution ne nécessite pas de la blockchain, pourquoi utiliser la blockchain, quoi? On va utiliser le web pour ça. Les pains qui sont un peu universels pour toi, à part j'étais vachement sur l'éducation, j'étais sur le food énormément, j'étais sur la santé et la finance. Honnêtement, c'était pas du tout dans la liste du départ, mais la finance, c'est vrai que c'est un pain du coup universel. Quand on regarde, c'est un marché où tu peux toucher tout le monde très très facilement, très rapidement, et franchement l'accès au cash, moi, c'est ce qui m'a directement en fait, tu vois, dans ma ligne, je me dis accès au cash gratuit. C'est un pain universel. C'est pas tenu aux Américains ou aux British ou qui que ce soit. C'est le monde entier. Comment, par contre, on l'apporte de la manière la plus souple, la plus simple à tout le monde, même ceux qui sont les moins privilégiés de la Terre, et gratuitement. C'était ça, en fait, qui direct, en fait, m'est sorti, en tout cas, comme le pain que je veux, en tout cas, résoudre. Et donc, la solution, après, vient quand tu benchmarks, quand tu regardes ce qui existe, pour trouver vraiment quelle solution a été déjà, en fait,
fait mis en place, qui a justement prouvé que c'est une erreur ou ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, complètement, et ou innover quand il n'y a pas de solution, ramener carrément en fait une nouvelle proposition sur le marché comme ce qu'on a fait. Et moi j'ai un entrepreneur qui m'en a parlé, je trouve ça hyper intéressant. Il m'a dit les 6 premiers mois ou les 3 premiers mois, je me souviens plus. Mon objectif c'était de kill the idea fast. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!